La session d'aujourd'hui va porter sur la gestion des collections et ce qu'on appelle les accords transformants. Alors les collections, typiquement ce que font les bibliothécaires. Ce qu'on appelle une collection, c'est l'ensemble des ressources auxquelles une bibliothèque va s'abonner pour fournir du contenu scientifique à leur communauté. Alors ça peut être des journaux, tout type de matériel éducatif ou scientifique. Alors l'idée aujourd'hui, c'est de passer de quelques données à des prises de décision ou en tout cas une vue plus précise de ce qui se passe d'un point de vue abonnement scientifique, donc des abonnements aux ressources scientifiques, que ce soit des journaux papier ou même des ressources électroniques. Alors, très rapidement pour l'agenda, quelques points que je veux parcourir avec vous aujourd'hui. On va parler des accords transformants, ce qu'on appelle les accords transformants, et on va mettre un petit peu l'accent sur quelques controverses qu'on trouve dans les médias et les blogs. Donc, pas mal d'informations là-dessus. On va s'intéresser, comme je le disais tout à l'heure, sur la littérature scientifique. Si on regarde la littérature qui porte sur la communication ou la science de la science, il y a des études qui ont été faites sur les accords transformants. Donc, on va s'intéresser à ce qui se dit dans les articles scientifiques. Alors, je ferai une revue de la littérature très rapide en utilisant l'assistant de recherche Web of Science. Ensuite, on va changer de perspective. On va s'intéresser aux données utilisées par les éditeurs ou les maisons d'édition. Et on va s'intéresser à typiquement quelles sont les données qu'ils analysent pour faire des prédictions et potentiellement prendre des décisions. Alors, je vais me focaliser sur un éditeur en particulier. On va faire une petite étude de cas rapide. Et ensuite, on va regarder quelques tendances. On va regarder l'évolution de la production scientifique avec les auteurs correspondants. Ça, c'est une information importante, intéressante sur qu'est-ce qui se passe au niveau des publications. Et on regarde, prend en compte juste l'auteur correspondant. Parce que généralement, l'auteur correspondant, c'est lui qui gère la publication. C'est lui qui est en communication, euh, ou elle qui est en communication avec la maison d'édition, d'accord, ou avec le journal en question. Et donc, il va prendre en charge les frais de publication et ainsi de suite. Je dois parler de l'accès ouvert et on va regarder l'évolution pour un éditeur en particulier. Et on va regarder l'évolution de l'accès ouvert par éditeur. On va s'intéresser à un indicateur intéressant qui s'appelle le JNCI ou le JNCI, Journal Normalized Citation Impact. C'est l'impact de citation normalisé par journal. Et enfin, on va regarder un rapport qui est disponible dans Insights, un rapport d'utilisation des revues ou des journaux scientifiques. Et enfin, une conclusion. Et puis, on aura assez de temps pour une discussion et je prendrai aussi vos questions. OK. Alors, les accords transformants. Quand on regarde, ça c'est quelque chose que vous pourrez regarder sur Internet. Pas mal de communications qui sont faites sur le sujet. Des fois, du positif et aussi du négatif. Donc, je me suis amusé à regarder un petit peu ce qu'il dit. On va regarder, par exemple, ça c'est un post que j'ai trouvé récemment sur Internet. La recherche française signe avec Elsevier pour un montant de 134 millions d'euros sur 4 ans. Et deux questions qui se posent. Est-ce que c'est vraiment ouvert? Donc, il y a deux questions. Ouvrir, est-ce que c'est vraiment une ouverture de la recherche scientifique? Or, c'est un montant qui est assez élevé. Une autre communication, quelqu'un qui intervient de l'Université de Lorraine d'un point de vue sciences ouvertes, et il dit clairement il existe des solutions bien moins onéreuses que les accords transformants. Ça, c'est ce que dit quelqu'un de l'Université de Lorraine. Une autre news ici, un éditeur qui, lui, dit que ce type d'accord va accélérer l'accès ouvert.
On a une autre communication où là, c'est ce qui se passe en Italie, une association qui se focalise sur la science ouverte. Eux, ils cherchent à mettre un terme à ces contrats, d'accord, ou à ces accords. Et on en a un autre ici. Alors ça, c'est les London School of Economics and Political Science. Donc ça, c'est un blog. Et ils disent que voilà, les bibliothèques académiques n'ont pas les moyens de continuer avec les accords transformants. Donc là, on le voit, il y a un petit peu tout et son contraire. Donc un petit peu de controverse sur ces sujets d'accords transformants. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est un accord transformant, petit rappel, un accord transformant, c'est quoi? Quand on regarde d'un point de vue historique, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était l'auteur publié dans un journal et c'est le lecteur qui payait. Alors, soit il payait en achetant un accès individuel à l'article. Donc ça, c'est ce qu'on a vu avec Internet, quand on avait la possibilité d'acheter juste un article. Mais avant ça, et même encore maintenant, ce qui se passait, c'est on s'abonne à un journal. D'accord? Et on reçoit un journal, un numéro de journal, que ce soit hebdomadaire, mensuel, etc. Donc, typiquement, on recevait un journal de manière physique, le journal physique. Alors, en ligne, c'est plus ou moins la même chose. Donc, en gros, l'auteur publie et c'est le lecteur qui paye. L'accès ouvert, ça a changé un petit peu la perspective. C'est l'auteur qui paye et la publication est ouverte, c'est-à-dire que le lecteur n'a pas besoin de payer. Dans l'accès ouvert, en gros, je schématise, c'est l'auteur qui paye, le lecteur ne paye pas. Alors ça, on peut le faire au niveau de l'article ou pour toute la revue. Tout le journal est en accès ouvert. Donc c'est les auteurs qui paient. Un accord transformant, c'est un peu un mix des deux où il y a d'autres fois, on appelle ça aussi, donc on appelle ça transformative agreement en anglais, ou read and publish. En gros, ça va être un accord entre la maison d'édition et une institution, ou une maison d'édition et un consortium, un groupe d'universités ou de bibliothécaires, ou une maison d'édition et tout un pays. Et l'accord, qu'est-ce qu'il dit? C'est en gros, vous avez accès à des journaux en tant que lecteur, donc vous pouvez accéder à ces journaux, et vous avez aussi la possibilité de publier en accès ouvert dans ces journaux. Alors bien sûr, il y a quelqu'un qui paye, d'accord? Donc cet accord-là, on appelle ça read and publish, donc on lit et on publie gratuitement, et il y a quelqu'un qui a payé. Donc là, on le voit par exemple, 134 millions d'euros sur 4 ans. Ça, c'est un accord où, en gros, si on est euh, un chercheur affilié à une université ou une institution de recherche en France, voilà, c'est le consortium Couperin qui a négocié ce contrat. Et ce qui se passe, c'est que, voilà, si vous êtes affilié, donc c'est la plupart des universités et institutions qui font partie du consortium, donc c'est quasiment enfin, on va dire la majorité des institutions de recherche en France, j'ai accès aux journaux pour les lire et je peux publier en accès ouvert dans ces journaux. Mais quelqu'un a payé. Ici, c'est le consortium qui a payé. D'accord? On le voit en Allemagne, il y a des accords transformants aussi. Aux Pays-Bas, là où je suis affilié à l'Université de Leiden, on a des accords avec certaines maisons d'édition. Et ce qui se passe, voilà, c'est que vous avez accès à des journaux pour les lire gratuitement parce qu'ils sont en accès ouvert. Et vous pouvez publier aussi en accès ouvert dans certains journaux avec certains éditeurs parce qu'il y a cet accord. Ok. Donc c'est un accord où quelqu'un a payé, où on peut lire et publier pour vous gratuitement, mais quelqu'un derrière a payé. Ok. Donc ça, c'est un petit rappel de ce que c'est que les accords transformants. Et comme je l'ai mentionné ici, alors quelques débats, quelques controverses sur ce sujet. Ok. Euh, Si vous lisez cette publication, hein, c'est en ligne, cette association, le président de l'association dit qu'en gros, ces contrats n'ont pas transformé la publication scientifique
vers l'accès ouvert comme c'était planifié. Ça, c'est des choses qui commencent à sortir. On se dit, est-ce que c'est vraiment un accès ouvert? Est-ce que c'est vraiment l'accès ouvert tel qu'on le conçoit? Alors, qu'est-ce qui se dit dans la littérature scientifique? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti dans Web of Science, j'ai posé une question et je voulais faire un début de synthèse de littérature sur ce type d'accords et leurs implications pour les universités et les bibliothèques. Alors, il y a plein de sujets qui reviennent. Le premier sujet, c'est les implications financières et les budgets pour les universités. Tout à l'heure, je parlais du consortium Couperin, par exemple, ça c'est un bon exemple. Il y a quelqu'un qui finance derrière, donc il y a des questions de, de budget dans ces questions de publication en accès ouvert. Alors, je partagerai avec vous la présentation, vous aurez accès à cette littérature qui est assez intéressante. Donc là, par exemple, c'est une étude de cas pour l'Université de Maryland. Ici, on va regarder le maillon faible dans ces types d'accords. L'impact, alors ça c'est une perspective d'un bibliothécaire, et ainsi de suite. Ok. J'ai essayé de résumer les points principaux. Encore, vous aurez accès à la littérature relative à ces différents points. On constate que ce type d'accord occupe une place de plus en plus importante dans la transition vers l'édition en libre accès. Les modèles traditionnels, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est le lecteur qui paye, l'auteur, le chercheur ne paye pas. Donc le modèle traditionnel, c'est quelqu'un qui s'abonne, soit il paye pour accéder à un article spécifique ou s'abonne à toute la revue. Et donc voilà, ces accords, l'objectif c'est de faire évoluer ce modèle traditionnel de publication en intégrant les coûts de publication au budget des bibliothèques et des universités. Alors, quand on parle de budget, il y a une complexité relative à la gestion financière. Les bibliothèques, elles doivent gérer les coûts d'abonnement, de publication, et c'est pas facile. C'est assez compliqué. Comment on gère tout ça quand on a plusieurs milliers de chercheurs? Voilà, il y a un besoin d'outils, de systèmes de gestion et aussi de négociation. Comment on fait pour avoir des données? Alors, c'est le titre de la session d'aujourd'hui. On veut passer des données, on a accès à des données vers des décisions, mais on veut être dans une meilleure position pour pouvoir négocier avec les maisons d'édition. Et c'est ce que disait le point suivant, c'est l'association en Italie dont je parlais tout à l'heure. L'idée, c'est est-ce qu'on veut évaluer si les accords augmentent réellement la production en libre accès? Est-ce que c'est vraiment le cas ou alors euh, l'état des lieux est différent? Ok. Alors, moi, je parle d'expérience. Aux Pays-Bas, Leiden, quand on publie, c'est pas facile au moment où on soumet le manuscrit. À la fin, voilà, il a été examiné par les pairs, comité de lecture, etc. Et on a l'option de publier en accès ouvert. Il y a une gestion qui doit être faite. Il y a une vérification. Est-ce qu'on est affilié à telle université qui fait partie du consortium et qui fait partie de l'accord transformant, etc. Donc c'est ça, l'éligibilité des auteurs. On doit vérifier, donc c'est aussi quelque chose qui doit être géré. Et donc les défis opérationnels, flux de travail, gestion des accords de libre accès, on a besoin de ressources et des expertises supplémentaires. Ça, c'est un petit peu l'état des lieux voilà, on va dire l'envers du décor, ce qui se passe dans les coulisses quand on parle d'accords transformants. C'est pas juste tout beau, tout rose, où voilà, on peut lire en accès ouvert, on peut publier en accès ouvert, mais voilà, il y a une certaine gestion derrière qui est effectuée, qui doit exister. Alors, les éditeurs, ici, je m'intéresse à quelles sont les données auxquelles les éditeurs s'intéressent pour analyser et faire des prédictions. Alors, typiquement, on a ce qu'on appelle les APCs, Article Processing Charges. C'est des frais de publication. Chaque journal va avoir des frais de publication pour pouvoir publier en accès ouvert.
Les consortiums, en général, vont négocier les frais de publication. Alors tout à l'heure, le 134 millions d'euros, il a été calculé, négocié. Et en fait, alors ça c'est au niveau du consortium, mais on peut le faire au niveau d'une institution, au niveau d'une bibliothèque universitaire. Et on va regarder au niveau de chaque revue éditeur l'évolution possible de leur publication. Donc il faut des données. Quand on négocie, on essaye d'être dans la meilleure position possible. On va discuter avec l'éditeur en disant, voilà, on a publié tant avec vous. Il y a une croissance ou alors une autre tendance. Et ça, c'est ce genre de données, typiquement, qui vont aider à mieux négocier ces accords. Plus les revues adhèrent aux accords de publication transformatifs ou transformants, plus le nombre d'articles en libre accès augmentera. Ça, c'est logique. Et un suivi rigoureux de la production scientifique de chaque institution par les auteurs correspondants. Alors, qu'est-ce que je dis ici? C'est que quand vous prenez une institution, on peut compter les publications, mais ce qui est intéressant, c'est là où l'auteur correspondant est affilié à votre université. Parce que ça, ce qui veut dire, c'est que c'est vraiment un auteur ou un chercheur affilié à votre institution qui a géré la publication avec le journal ou avec l'éditeur. Alors, la bibliothèque, quand on regarde d'un point de vue recherche, euh, Research Office, Library, donc la bibliothèque, chaque groupe ici dans une institution a un rôle à jouer. La bibliothèque, qu'est-ce qu'ils font typiquement? Vont regarder les initiatives autour de l'accès ouvert. Ils vont gérer les collections, donc ça c'est une de leurs responsabilités. Je parle des bibliothécaires ici. Vous regardez les journaux cités par leurs auteurs. S'ils citent, est-ce que les auteurs, les chercheurs de mon université ont accès à ces ressources? On peut regarder aussi qui cite nos chercheurs. Et s'ils nous citent, est-ce que moi je suis capable de lire les publications? Est-ce que j'ai accès aux journaux qui ont cité nos publications? Donc voilà, c'est ce type d'analyse qu'on peut faire quand on est un bibliothécaire euh, pour soutenir les chercheurs de notre université. Alors ça, c'est un rôle très important dans les négociations avec les maisons d'édition. Alors Clarivate, moi je vais vous montrer quelques petites analyses qu'on peut faire rapidement avec le Web of Science, avec Insights, pour essayer d'être, encore une fois, dans la meilleure position possible pour négocier avec les maisons d'édition. Alors, quelles données les éditeurs analysent-ils pour faire des prédictions? Je me suis amusé à regarder une université, alors l'université de Salamanca, c'est une université en Espagne. Je peux faire une analyse très rapide. Je regarde le nombre de publications, surtout l'historique, et je regarde sur la gauche, et j'aurai accès à un filtre, quelle est la proportion des publications en accès ouvert de mon université. Sur 45 000, il y en a à peu près 19 000 ici. D'accord? Donc on est un petit peu moins de la moitié. Mais encore une fois, ça c'est surtout l'historique. On pourrait faire ça, ces analyses par année. C'est ce que je fais ici. Là, on a une tendance haussière de la proportion, du nombre de personnes en accès ouvert, et ensuite ici, c'est plutôt stable. Ensuite, on a aussi une distinction des différents types d'accès ouvert. Donc, on a différents types d'accès ouvert, Gold, l'accès ouvert, ce qu'on appelle Green Published, Green Accepted, Green Submitted. Donc, il y a des nuances en termes d'accès ouvert. Tous les accès ouverts ne se valent pas en termes d'accès. Il y en a qui ont des embargos, et ainsi de suite. Un autre type d'analyse que j'effectue ici, ce que je dis, c'est les principaux consortiums négocient les APCs, encore une fois, donc Article Processing Charges, les frais de traitement des articles, en fonction d'une éventuelle évolution de leur publication par revue éditeur avec leurs auteurs correspondants. Alors, ça commence à être un petit peu plus précis. Je regarde l'université de Porto, je vais dans Insights, je demande à Insights de me sortir le nombre de publications
ou l'auteur correspondant est un auteur affilié à mon université. Donc là, je vois ici, haussière plutôt stable ici, encore une fois une tendance haussière, ici une tendance baissière. Donc là, je pourrais dire à l'éditeur, on a publié avec vous, mais sur les dernières années, on a publié moins. Donc ce qu'on payait jusqu'à 2021, il faut revoir ce tarif parce que voilà, on publie moins et il semblerait qu'il y ait un désintérêt pour votre soit le journal ou soit la maison d'édition. Ok, donc là ici par exemple, je pourrais mettre l'éditeur qui m'intéresse. Ok. Un autre type d'analyse, et ça d'ailleurs, l'université peut faire cette analyse, mais la maison d'édition aussi. Dire, si on change un petit peu de perspective, et si c'est la maison d'édition qui fait cette analyse, je veux dire, ils ont l'air de moins publier avec nous. Avant qu'ils annulent le contrat, ça serait bien de revenir avec une meilleure proposition. Ok. Notre type d'analyse, c'est l'évolution sur 10 ans du pourcentage de l'accès ouvert. Alors, ici, c'est des nombres de publications. Qu'est-ce que ça veut dire? En 2016, 700 publications publiées en accès ouvert avec un auteur correspondant affilié à l'université de Porto. Et ainsi de suite, quasiment 850 en 2021. C'est comme ça qu'on lit ce graphe. Ça, c'est le nombre brut. On compte les publications. Ici, ce qui est plus intéressant, c'est le pourcentage. D'accord? Et ça, c'est plus précis parce que ce que je disais tout à l'heure, on publie moins avec ce journal ou en accès ouvert, mais la tendance ou la proportion des publications en accès ouvert, elle a augmenté, même sur les années récentes. Ok. Donc ici, même si on est autour de 700, 725, 730, on est quand même là où on a la proportion de publications en accès ouvert la plus élevée. C'est intéressant de changer aussi, d'avoir des indicateurs plus précis. Ok. Donc, ce que ça veut dire, dans les années 2015-2016, on était à peu près 40% de publications en accès ouvert. Et ça a sans cesse augmenté jusqu'à atteindre 70-71% en 2024. Alors que le nombre de publications a baissé. Donc, ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que voilà, 2020-2021, avec le Covid, typiquement, on a beaucoup publié. Voilà. Et là, on est revenu à des niveaux de publication plutôt normaux, j'ai envie de dire, par rapport pour cette institution. Donc, cet indicateur, là, on regarde le pourcentage de documents en accès ouvert. Là, je regarde, ça c'est pour l'université, j'ai fait la même chose pour l'Espagne, les documents dans le Web of Science espagnol avec un auteur correspondant chez un éditeur spécifique. Bon, l'éditeur ici, il est anonyme. On compte le nombre de publications, on est autour de 16 000, 17 000, 18 500 publications. Encore une fois, un pic en 2021, je l'ai expliqué pourquoi, 2020, 2021, la pandémie, mais après on est revenu à des niveaux normaux de publication. Alors ici, ce que je veux faire, c'est que on a la tendance ici, nombre de publications, mais je pourrais calculer le pourcentage que ça représente. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai exporté ces données vers Excel. Dans l'année de publication, le nombre de publications par année, les publications qui ont au moins un auteur basé en Espagne, si on compare 2015 à 2024, ça représente une augmentation de 5,28%. Okay. On est passé de 15 877 à 16 715. Ça représente une augmentation de 5,28% de publication. D'accord, on a publié plus sur cette période-là. On le voit ici, hein. On est passé de là à là. Il y a une augmentation. Alors, pour être plus précis, il y a une augmentation
plus accentué ici. Je voudrais faire une augmentation, calculer une augmentation moyenne sur cette période. Ensuite, ce que je regarde, je fais la même chose pour un éditeur. Je regarde le nombre de publications, pour cet éditeur en particulier. Le nombre total de publications de cet éditeur a augmenté de 52%. On est passé de 537 000 à 817 000. Et on pourrait se poser la question, qu'en est-il de l'accès ouvert? Alors, je vais regarder pour cet éditeur. Je me suis posé la question. Cet éditeur, il a beaucoup publié, une augmentation de 52%. Pour cet éditeur, les chercheurs espagnols ont contribué ce nombre de publications. Donc, sur 537 000 en 2015, il y en avait 15 800 qui provenaient ou qui avaient l'auteur correspondant basé en Espagne. 817 000, on est à 16 715. Si on divise ces publications par le nombre total de publications pour cet éditeur, on va avoir une proportion intéressante de documents avec l'auteur correspondant basé en Espagne pour cet éditeur-là. Et ce qu'on constate, c'est que l'éditeur a beaucoup publié. Il y a une augmentation claire de 52%. Pour l'Espagne, il y a aussi une augmentation. Mais on constate qu'avec cet éditeur, la proportion de publications, elle a baissé. Les chercheurs espagnols ici, pour cet éditeur, donc ça au niveau du pays, ils ont publié plus. Cet éditeur a aussi publié plus. Mais on constate que, en gros, les auteurs espagnols, quand ils sont auteurs correspondants, ils ont moins publié avec cet éditeur-là. La proportion est passée de 3% à 2%. J'arrondis, de 96 à 2,05%. OK. Et c'est ce que je dis ici, c'est que bien qu'à première vue, la production d'articles provenant d'Espagne dans ces revues ait augmenté de 5,28% en 10 ans, la proportion, elle a baissé. Donc c'est un graphique avec deux axes. Sur la gauche, on compte le nombre de publications avec cet éditeur. Sur la droite, on compte la proportion que ces publications représentent quand l'auteur correspondant est basé en Espagne. Et c'est ce que je dis ici. Par conséquent, la proportion d'articles dont les auteurs correspondants sont espagnols ou basés en Espagne dans ces revues a diminué, passant de 3% à 2% au cours des 10 dernières années. OK. Donc ça, c'est des analyses qu'on peut faire assez rapidement au niveau d'un pays, au niveau d'une institution, avec un éditeur, un groupe ou une maison d'édition va avoir des succursales et ainsi de suite. Alors, dans Insights, on peut utiliser le filtre sur l'auteur correspondant, c'est ce que j'ai fait sur les analyses précédentes. Une institution et l'éditeur à analyser. Là, j'ai changé de pays, je suis passé aux Pays-Bas, je regarde Utrecht University et on compte le nombre de publications. On peut faire la même chose pour une autre université ici. On va regarder le Gold Hybrid et Publisher et on va regarder le pourcentage. Donc là, on le voit par exemple, Gold quasiment nul, 0 publication. Et à partir de 2021, forte croissance. Ok, on est à peu près à 64% en 2024. 2/3 des publications de cette université en Gold Open Access, c'est énorme. Donc voilà, on a tous ces filtres qui sont disponibles dans Insights avec tous les différents types d'accès ouvert. Là, je regarde pour un éditeur. Bon, j'ai masqué le nom de l'éditeur, mais on va regarder cet éditeur-là, clairement, à partir de 2019-2020, il est passé en accès ouvert. Et là, c'est juste pour le Gold. On va regarder aussi, ce qui est intéressant, c'est les différents types d'accès ouvert. On peut faire ça. Bon, j'ai exporté les données vers Excel et ensuite,
j'ai fait mon analyse directement vers Excel. Je regarde 3 proportions, les proportions en Gold, Hybrid, Gold et Green Published Documents. Ok. Donc là, c'est l'éditeur A. On voit que le Gold et Gold Hybrid, c'est ce qui a évolué le plus sur les dernières années. Sur le Green Published, c'est plutôt stable. Pour un autre éditeur, il y a une différence plus importante quand même entre le Gold et le Gold Hybrid, alors qu'ici c'est assez proche. Ensuite, on va regarder une autre analyse qu'on peut faire, c'est sur l'université de Cordoue, quels sont les journaux dans lesquels les chercheurs ont reçu ou ont eu les meilleurs résultats en termes d'impact. Alors c'est le fameux JNCI ou JNCI, Journal Normalized Citation Impact. C'est un indicateur de journaux qui est calculé sur la base des citations, mais à la différence du facteur d'impact, c'est un indicateur normalisé. Et qu'est-ce qu'on fait? On va regarder l'impact d'un journal, on va regarder l'impact moyen des journaux dans la même discipline, dans la même catégorie, et on va regarder si en moyenne, si le journal en question a plus d'impact que la moyenne mondiale dans la discipline. Et si oui, de combien? Alors par exemple, celui-ci, journal jaune, ici, là, journal en cardiologie, son GNCI, il est de 1,97. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce journal reçoit en moyenne 97% plus de citations que la moyenne dans sa discipline. Ensuite, ça descend à 1,84 et ainsi de suite. La moyenne est de 1. Donc, on considère que ces journaux-là ont eu plus d'impact que la moyenne dans leur discipline. Donc ça, c'est aussi une information intéressante quand on s'intéresse aux journaux auxquels on pourrait s'abonner en tant qu'université. Alors ça, c'est pour l'université de Cordoue. L'université de Navarre, c'est différent. On a d'autres journaux, journal Leukemia, Blood Cancer Journal, etc. Et on constate que pour cette université, ça descend très vite. La plupart des journaux, l'impact est autour de la moyenne. On a 3 journaux qui se démarquent clairement, où l'impact est bien supérieur à la moyenne mondiale dans la discipline, alors que pour l'université de Cordoue, il y a quand même une diversité de journaux dans lesquels les chercheurs ont publié et ils ont eu plus d'impact que la moyenne dans la discipline. Alors, ce que j'ai fait ici, on a un rapport qui est déjà tout fait dans Insights. Il suffit de mettre le nom de votre université. Vous pouvez jouer sur la période également, changer les dates. Donc là, je regarde 10 ans, 10 années, 2015 à 2024, pour cette université dans les Canaries. Et il y a plusieurs analyses qui sont déjà faites. Par exemple, ici, on a déjà un premier élément d'information sur quels sont les journaux dans lesquels les auteurs affiliés à cette université ont plus de citations moyennes que la moyenne dans les journaux correspondants. D'accord? Ici, on va regarder quels sont les journaux dans lesquels les auteurs publient le plus fréquemment. OK. Donc on peut voir les données, ça c'est toujours intéressant. Si vous n'arrivez pas à faire ces analyses, on peut basculer sur les données et ensuite personnaliser et créer vos propres rapports. Alors ça, c'est une question qui est intéressante d'un point de vue gestion des collections. Ça peut être quels sont les journaux qui citent nos auteurs. Parce que s'ils nous citent et qu'après coup, moi je veux lire ce qui a été dit, qui cite nos publications, qui cite nos auteurs, j'ai besoin de cette information-là. Une autre analyse ici, c'est est-ce que les auteurs affiliés à cette université citent des publications récentes ou plutôt anciennes. Ok. Donc voilà, on a ce genre d'analyse. Alors, petite conclusion, ensuite je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne dans la plateforme. Et ensuite je prendrai les questions. Alors, grâce aux données d'Insights Web of Science, on peut évaluer, comme je l'ai fait tout à l'heure, le volume de publications, la proportion de publications sur les auteurs correspondants au cours des dernières années
pour un pays en particulier ou un éditeur ou une institution spécifique. Donc là, on peut suivre les publications par version en libre accès. Et tout ça, ça va représenter des données que vous pouvez ensuite utiliser pour être en meilleure position pour négocier ces accords ou potentiellement revoir ces accords avec les maisons d'édition. OK, alors, je vais regarder rapidement dans le chat, est-ce qu'il y a des questions? Q&A, il n'y a pas de questions. Dans le chat, il y a une question. Si on choisit la voie diamant, comment ça se passe? Qui finance? Alors, ça dépend, ça dépend, ça peut être vous, l'auteur, si vous avez, les fonds. Par exemple, vous avez, une bourse de financement et l'agence de financement vous dit: «Voilà, il faut allouer une partie de ce financement à la publication en accès ouvert». Donc ça peut être vous directement qui peut gérer, cette partie-là. Ça peut être votre institution, où là, par exemple, il faut vérifier, peut-être qu'il y a déjà un accord qui est mis en place. Ensuite, une question qui revient souvent, des fois, il y a des, rabais ou des, réductions de frais qui sont proposés pour certains pays où le niveau de salaire n'est pas forcément aussi élevé que dans d'autres pays. Donc ça, il faut vérifier, aussi. Alors je regarde, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions. Alors ce que je vais faire, je vais passer sur, mon navigateur rapidement et je vais vous montrer quelques petites analyses qu'on peut, effectuer. OK, alors, je vais commencer donc là, je suis dans le Web of Science. Je vais rester sur le Web of Science Core Collection. Il y a une analyse très rapide, hein, que je peux faire si je prends, France, par exemple. OK? Je veux trouver toutes les publications où il y a au moins un auteur basé en France. OK? Je trouve 3,7 millions de publications, ça, c'est sur tout l'historique. Quand je dis tout l'historique, ça remonte à, 1900 et quelques, hein, 1900. OK? Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est les publications en accès ouvert. Donc sur 3,7 millions, on en a 1,2 million. OK? À peu près un tiers sur tout l'historique jusqu'à 1920. Donc là, je filtre sur les publications en accès ouvert et là, de nouveau, je peux faire une analyse. Je peux faire une analyse de tendance très rapidement, c'est quelques clics. OK? Je vais prendre, les, les 25 dernières années. Ça, c'est le nombre de publications en accès ouvert et on le voit, une tendance clairement haussière et ici, ça se stabilise. OK? Alors pour être plus précis, il faudrait regarder en 2023, on a combien de publications? 77 000 divisé par le nombre de publications, ça vous donne votre proportion de publications en accès ouvert. Mais là, j'ai l'impression qu'on a atteint un seuil. Voilà, on va dire que c'est l'état actuel et normal des publications en accès ouvert. Alors dans Web of Science, je ne peux pas faire ce calcul directement. Alors que dans Insights, on a cet indicateur, l'indicateur proportion de publications en accès ouvert. OK? Je peux faire la même chose pour n'importe quel pays. Donc si je switch par exemple ici, je fais, Maroc, Morocco, 130 000 publications. OK? Sur les 130 000, il y en a 43 000 qu'on est autour d'un tiers aussi, qui sont en publication, ouverte, en accès ouvert. Je peux faire une analyse rapidement. OK. Je vais regarder sur les 25 dernières années, quasiment aucune publication en accès ouvert et à partir de 2010. Voilà et je ne sais pas si on a atteint ce seuil, comme on l'a vu tout à l'heure ou de certains niveaux de stabilité. Il faudrait voir 2026-2027. 2024-2025, des niveaux très similaires.
Il faudrait voir 2026. Voilà, donc ça aussi, c'est un indicateur de maturité d'un point de vue publication ouverte. Donc là, peut-être encore un certain niveau d'adoption pour le Maroc. Je peux faire la même chose pour une affiliation. Ok, donc là, par exemple, pardon, si je reviens ici, je sais pas moi, on va mettre Saclay, l'Université Paris-Saclay, d'accord, 380 000 publications. Sur les 380 000, on a 164 000. Ok, donc là, on est à plus du tiers, et à autour de 40% à peu près de publications en accès ouvert. Ça, c'est pour le Web of Science. Insight, c'est plus intéressant dans le sens où si par exemple je prends, je peux vous montrer le rapport au niveau de l'institution. Si je prends une université, je vais en prendre une autre, par exemple Aix-Marseille. Si je prends Aix-Marseille, ok, on a ce rapport de 2016 à 2025 et on a cet onglet d'un point de vue utilisation des journaux et c'est les différentes analyses que je vous ai montrées tout à l'heure dans ma présentation. Ok, donc là, on voit les journaux dans lesquels les chercheurs affiliés à Aix-Marseille performent plus que la moyenne, le taux moyen de citation pour ces journaux. Ok. Ensuite, là où on publie le plus. Donc ça, c'est intéressant. Pardon, pas voir les données pour l'instant. Je veux juste voir les deux listes. On peut les comparer. On peut se dire, voilà, c'est ici où on a le plus d'impact et c'est ici où on publie le plus. Ok. Encore une fois, hein, c'est des statistiques globales. Donc là, on voit que c'est deux listes distinctes. Quels sont les journaux que nos auteurs citent? S'ils les citent, est-ce qu'on a accès à ces journaux? Alors, on peut voir toute la liste. Hein. Ici, c'est le top 5. Et est-ce qu'on cite des publications récentes ou plus anciennes? Ok. Alors, des analyses, on peut aller plus loin. On peut faire ça au niveau des pays. Donc là, je vais mettre quelques pays francophones. Donc là, j'ai regardé quelques pays en Afrique et en Asie. Je vais mettre Maroc, je vais mettre France, je vais mettre Belgique, je vais mettre Tunisie. Je pense que c'est bon. Ok. Et on va voir, par exemple, donc là, on a le nombre de publications. Ok. Donc là, c'est sur les 5 dernières années complètes, 2021 à 2025. Ça, c'est 5 ans. Ok. Et on a la proportion de publications en accès ouvert. Donc, qu'est-ce que ça dit? C'est que, voilà, la France, on a 610 000 publications, la Belgique 210 000, 53 000, 48 000. Pour la France et la Belgique, on est autour de 60%, un peu plus, 63, 66%, 63% pour la France, 66% pour la Belgique. Pour le Maroc et la Tunisie, on a des niveaux très similaires, autour de 45-46%. Ok. Ça, c'est des données brutes. On a plein d'indicateurs sur l'accès ouvert. Sur l'accès ouvert, vous pouvez compter les publications ou les pourcentages. Si vous faites Access ici, vous allez avoir les différents types aussi. Si je descends, vous allez voir plein d'indicateurs relatifs à l'accès ouvert. Documents Gold, etc., Green Accepted, et pourcentages, et ainsi de suite. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est les tendances. Si on regarde les visualisations ici, je vais regarder deux indicateurs, donc tendance de plusieurs indicateurs.
je vais compter le nombre de publications et je vais regarder la proportion que ça représente. OK? Donc là, sur la gauche, on va avoir le nombre de publications, donc ça, c'est pour la France et sur la droite, je veux la proportion. Donc là, on va avoir un graphique avec 2 courbes, donc 2 axes. On a ici le nombre de publications et la proportion qui est stable. Même si on a moins publié sur les années récentes, la proportion de publications en accès ouvert est restée autour de 61%. OK? OK. Donc voilà, ça c'est pour la France et je pourrais changer de pays. On peut faire ça au niveau de l'institution aussi. Et là où c'est intéressant, c'est l'indicateur sur l'auteur correspondant. Alors, juste pour repartir au niveau du pays, on peut faire ça, hein. Je vais vous montrer sur les 5 dernières années. On a un indicateur ici, l'auteur, position d'auteur. Je veux juste l'auteur correspondant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, j'ai regardé les publications dans leur ensemble. On en avait 600 000 pour la France. Il y a des collaborations. La France, les chercheurs basés en France vont travailler avec des collègues dans d'autres pays. Ce qui m'intéresse, c'est sur les 600 000, il y a 355 000 publications où l'auteur correspondant est basé en France. Donc c'est l'auteur qui est le plus à même de gérer la communication avec les journaux, de gérer les frais de publication et ainsi de suite. Et ça, c'est intéressant parce que c'est le nombre de publications où il y a un certain niveau d'implication en termes de budget ici. C'est voilà, l'auteur correspondant qui va prendre en charge. Après, peut-être qu'il y a des accords entre les différents auteurs, c'est-à-dire que c'est lui qui gère, mais après, voilà, il y a une contribution des autres auteurs. Bon, ça, c'est à voir. Et on va regarder. Et là, on a des niveaux de publication en accès ouvert similaires à ce qu'on avait vu tout à l'heure. Ok. Et là, je pourrais faire une analyse. Si je prends la France ici, je pourrais regarder quels sont les journaux, ok, dans lesquels ces publications apparaissent. Donc là, je change de perspective. Les 350 000 publications où il y a un chercheur correspondant basé en France, c'est quoi les journaux qu'il y a derrière? Je peux aller plus loin. Je pourrais dire, voilà, je m'intéresse qu'aux journaux. Ok. Je ne veux pas les livres et les conférences parce qu'ici, on a aussi d'autres supports. Ok. Et je pourrais même aller plus loin en me disant, voilà, je veux que les articles, par exemple. Les articles et les reviews, synthèse de littérature aussi. Typiquement, majorité des publications. OK. Et là, j'ai une liste. Là, j'ai une liste de journaux dans lesquels les chercheurs basés en France, en tant qu'auteurs correspondants, ont publié sur les dernières années. Je peux rajouter de nouveau l'indicateur sur l'accès ouvert et ainsi de suite, ou mettre un filtre en disant, voilà, je m'intéresse à l'accès ouvert. Sur les 279 000 publications, il y en a 196 000 en accès ouvert. Et là, clairement, ces publications-là, il y a des frais qui ont été pris en charge. D'accord? Ensuite, on pourrait être plus précis sur la maison d'édition. On va se dire, moi, alors, on l'a vu tout à l'heure, Couperin, on va s'intéresser au contrat, par exemple, avec Elsevier. Et là, on va voir que ça représente quand même 48 000 publications. Tous ces journaux sont des journaux de Elsevier sur les 5 dernières années. Ok. Alors, c'est des journaux qui ont quand même un impact assez élevé, comme on peut le constater ici. On peut rajouter d'autres indicateurs. Voilà, JCI. Donc là, on le voit. Là, c'est plus que la moyenne. Par contre, ici, en termes d'impact,
C'est beaucoup moins que la moyenne mondiale. OK. Ensuite, je peux faire la même chose par institution. Donc là, par exemple, je sais pas moi, je vais prendre, Lille, l'université de Lille. OK, université de Lille. Supposons, hein, c'est bibliothécaire à Lille qui s'intéresse à la publication avec Elsevier sur les dernières années où l'auteur correspondant est affilié à Lille. Voilà, donc là, on a une autre analyse. OK? On a beaucoup publié ici, mais l'indicateur ici nous dit que l'impact est moins élevé que la moyenne mondiale. Ici, c'est plus élevé et ainsi de suite. Donc voilà, en gros, comment on peut tourner les données de différentes façons pour essayer de comprendre ce qui se fait au niveau d'un pays, d'une institution, d'un groupe d'institutions et ainsi de suite. On peut visualiser ça, bien sûr, sauvegarder les visualisations, comme ça on a un rapport régulier de la situation. Alors je vais regarder dans le chat s'il y a des questions. Alors une question de Louis, ou plutôt une remarque. Le souci que je vois avec les perspectives auteur-correspondant, c'est que l'on observe qu'il n'est pas toujours celui qui gère réellement ou celui qui sera jugé éligible. Effectivement. Donc, ces indicateurs, en tout cas sur l'indicateur de l'auteur-correspondant, à prendre avec des pincettes, parce que voilà, c'est un indicateur, hein, c'est pas vérité absolue, mais souvent l'auteur-correspondant, c'est lui qui va gérer en tout cas la communication avec, euh, avec le journal ou avec la maison d'édition. Alors, une autre question, existe-t-il des bonnes pratiques pour concilier publication en libre accès et reconnaissance académique dans les premières étapes d'une carrière? Alors ça, je pense que c'est jeune chercheur ou doctorant. Euh, je pense qu'il y a des décisions à prendre. Bon, enfin, je ne sais pas si on peut parler de bonnes pratiques, mais il y a aussi une question de moyens. euh, bon, je pense qu'il faut aussi être réaliste. Des fois, exemple, moi, ce que je suggère, et si c'est compliqué de publier en accès ouvert, il y a une technique relativement simple, c'est qu'on publie de manière traditionnelle, c'est-à-dire qu'on va publier dans un journal où c'est l'auteur, le lecteur qui paye, l'auteur ne paye pas, et la plupart des journaux, les maisons d'édition, n'ont aucun problème pour que vous déposiez une version de votre manuscrit ou version finale de votre manuscrit dans ce qu'on appelle un preprint, un serveur preprint, du type archive.org ou arxiv.org. Voilà, et donc il y a une version euh, disponible de votre publication en ligne. Après, ce qu'il faut savoir, en tout cas c'est encore le cas maintenant, en attendant que toutes les publications soient en accès ouvert, c'est que l'accès ouvert a quand même il y a un avantage puisque votre publication est plus facile d'accès, donc potentiellement plus de lecteurs et donc potentiellement plus d'impact. Alors une autre question, comment un doctorant peut-il utiliser ces outils pour mieux positionner sa recherche dans un champ académique donné? Alors là, on parle plus de publication, on parle plus du mode de publication plutôt que euh, recherche pure et dure sur des publications à lire ou une synthèse de littérature. C'est pas du tout l'objectif de cette session aujourd'hui. L'objectif de la session, c'était plus qu'est-ce qui se passe d'un point de vue publication en accès ouvert et si on est amené à négocier, à discuter d'un point de vue contrat avec les maisons d'édition, bah, essayer d'être un petit peu préparé en termes de calcul des proportions publication en accès ouvert
les tendances, et ainsi de suite. Ok, une autre question, c'est une question en anglais, mais je vais traduire. Est-ce que l'auteur correspondant a plus de crédit ou de mérite que les co-auteurs? Est-ce que vous pouvez expliquer les différences entre les différents types d'auteurs? Alors, typiquement, dans les publications, on a différents types d'auteurs. On va avoir le premier auteur, le dernier auteur et l'auteur correspondant. Encore une fois, c'est des indicateurs ou des informations à prendre avec des pincettes. Pourquoi? Parce qu'il y a des domaines, je pense aux mathématiques, l'économie, et ainsi de suite, où l'ordre des auteurs est alphabétique. Ok, donc dans ce cas-là, l'ordre des auteurs ne veut rien dire du tout. Mais si on prend, par exemple, si je prends cette publication, on va regarder, ça n'a pas l'air d'être des mathématiques. On a un premier auteur, un dernier auteur. Surtout quand on a des équipes un peu plus grandes, ce qui se fait, le premier auteur, c'est généralement la personne qui est à l'origine du projet de recherche. Donc là, ça va être plutôt un indicateur d'originalité, d'innovation. Le dernier auteur, très souvent, c'est le plus senior. Et l'auteur correspondant, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est plus donc le dernier auteur, c'est un indicateur de seniorité. Et l'auteur correspondant, c'est plutôt un indicateur de gestion, de communication avec la maison d'édition, communication entre les différents auteurs, faire en sorte qu'on a tous les matériels à poster, etc. Donc voilà, c'est encore une fois, hein, à prendre avec des pincettes, mais c'est comme ça qu'on peut avoir une idée de ce qui se fait ou ce qui a été fait au sein d'une équipe. Ce qui est plus précis, on a une taxonomie qui s'appelle Credit. Moi, je l'utilise tout le temps dans mes publications. C'est plus précis en termes de contribution d'auteur. Donc, on a des descriptions de rôle d'auteur. Ça peut être par exemple celui qui a rédigé la première version, quelqu'un qui a édité, quelqu'un qui a écrit le code, et ainsi de suite. Je vais vous montrer, il y a 14 rôles, c'est très précis. Et moi, je vous encourage plutôt à utiliser ça, plutôt que se dire, voilà, j'ai été le premier auteur, dernier auteur. Et ça, on le mentionne typiquement dans un manuscrit. Voilà, on va dire, premier auteur, donc moi, j'ai travaillé sur le concept de l'étude. Quelqu'un qui a plutôt fait du nettoyage de données, quelqu'un fait l'analyse, quelqu'un qui a obtenu des fonds, parce que ça aussi, c'est un rôle important dans la recherche. Quelqu'un qui a mis en place la méthode, la gestion de projet, quelqu'un qui a écrit du code, quelqu'un qui a plutôt supervisé, quelqu'un qui a travaillé sur les visualisations, qui a validé les méthodes, qui a écrit la première version, ou quelqu'un qui a fait l'édition. Donc moi, je vous encourage à utiliser ça. Moi, je le mets dans tous mes manuscrits. C'est plus pratique, plus précis pour se faire une idée de qui a fait quoi dans une étude. Ok, alors, dans Q&A, alors une autre question, plutôt d'un point de vue publication, quelle est la manière la plus rapide de publier dans des journaux indexés, surtout que nous sommes pressés par l'approche des soutenances? Alors bon, question un petit peu hors sujet, mais je peux partager avec vous un guide sur comment identifier. C'est un guide gratuit sur ma newsletter, c'est d'ailleurs là où j'annonce mes différents webinaires. La vitesse de publication, c'est un indicateur. Alors là, je donne quelques conseils sur comment identifier un journal indexé qui publie rapidement, analyser l'impact, etc. Donc je vous le mets ici. Je l'ai mis dans le chat. Euh, alors, est-il possible de republier un article déjà paru dans un ouvrage collectif d'université dans un autre journal indexé? Web of Science Scopus ou c'est un non-respect de l'éthique? Ça dépend si c'était une communication courte,
communication interne à votre université, ça peut être un événement, une petite conférence, etc. Et vous publiez dans un journal. Dans ce cas-là, il faut élaborer, il faut développer en général l'étude pour avoir quelque chose de plus abouti et mentionner que une version euh, préliminaire a déjà été présentée lors d'un colloque ou au sein d'une université. Existe-t-il une corrélation entre le nombre de citations et les publications en open access? Oui, il y a des études qui ont été faites là-dessus où il y a l'accès ouvert en général a un avantage en termes d'impact. Ok, question de Touria. Les accords transformants supposent que l'institution maîtrise le processus de publication, ses auteurs, où ils publient. Sans cela, il sera difficile de se lancer dans ce type d'accord. Est-ce que vous confirmez? Alors, rapidement, oui. Sinon, quels sont les prérequis pour aller dans ce type d'accord? Oui, effectivement, c'est ce que je disais en introduction dans ma présentation. C'est un petit peu le revers de la médaille quand on dit accord transformant, c'est beau, ça a l'air intéressant, etc. Mais il y a une gestion derrière qui est importante, que ce soit au niveau d'un consortium, que ce soit au niveau d'une institution, euh, qu'on ait des processus en place sur comment on verse ça. Il y a la gestion des budgets, il y a la gestion du manuscrit. Est-ce que le manuscrit qui a été est-ce qu'il est de qualité? Est-ce que le choix du journal il a été correctement fait ou est-ce que juste on finance les yeux fermés? Donc, oui, oui, il y a toute une partie, j'ai envie de dire, c'est partie euh, cachée ou invisible de l'iceberg qu'il faut travailler pour que ça soit le plus fluide possible. Encore une fois, que ce soit au niveau consortium ou au niveau d'une institution. Donc, oui, les prérequis, c'est d'avoir le processus le plus fluide possible euh, qui est une communication aussi et une traçabilité parce que généralement, vous allez avoir des crédits euh, auprès d'éditeurs qui peuvent être consommés très rapidement si on fait pas attention. Question de Delphine. Bonjour, pouvez-vous montrer dans Insights où se trouve le filtre pour les auteurs correspondants? Alors, j'ai fermé Insights, mais on va repartir dessus. Dans Insights, sur l'analyse que j'ai faite tout à l'heure, sur la gauche, vous allez avoir Author Position, position d'auteur. Et on a trois positions, donc premier auteur, dernier auteur ou auteur correspondant. Ok, alors je viens de voir le message, si c'était bon, parfait. Oui, question de Lamia, que signifie l'astérisque qui se trouve en haut à côté du nom de l'auteur? Oui, c'est ça. En gros, alors, il y en a qui le mettent avec une étoile, avec un plus. C'est ce qui représente généralement l'auteur correspondant. Ok, alors je ne vois pas d'autres questions dans le chat et dans la réponse. Alors merci à toutes et à tous. Juste pour votre information, je viens d'annoncer plusieurs webinaires euh, très prochainement. Alors un, ça c'est plutôt pour les doctorants. Je vous le mets ici. C'est un programme que j'effectue entre février et mois de juin. 5 sessions. Donc ça va être sur la synthèse de littérature. Donc ça, c'est un programme dédié aux doctorants, bon, aussi à tout le monde, hein. Tout le monde est le bienvenu, aux jeunes chercheurs ou même étudiants en master. Et un autre webinaire, donc ça sera en avril. Encore une fois, un webinaire en français et en anglais sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Voilà, donc ça sera prochain, les prochains webinaires. Je vous l'envoie dans le chat. Une question, Aude, où pouvons-nous retrouver le replay et les attestations de
présence. Alors, le replay, l'enregistrement, je vous enverrai le lien par mail, il sera disponible. Et les attestations, je vous les envoie par mail. Je vous les envoie par mail très rapidement. Voilà, ça sera tout. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bon courage et à très bientôt.